Pour moi, la crypto, c'est un excellent moyen de pouvoir se forger un capital rapidement. J'ai trouvé cette crypto, franchement, une bonne opportunité. Pour moi, les cycles de 4 ans en crypto, ils sont pas dus au halving du Bitcoin. Et ça, c'est une première erreur quand on vous promet des rendements. Quand c'est 30% par jour, il faut pas faire ça. Il faut vraiment pas faire ça. J'ai été un des premiers en France à mettre sur le devant de la scène les agents IA sur la fin de l'année 2024. Le peu de temps qu'on avait de libre, on le passait à créer des contenus. L'écosystème crypto, la blockchain, c'est bien plus que de la spéculation. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Smart Talks, le podcast pour les investisseurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Thomas, aussi connu sous le nom de 0xAgri. Et aujourd'hui, on va avoir une discussion qui va être super intéressante. Déjà, Thomas, comment vas-tu ? Mais ça va très très bien. Je suis très content de venir dans l'émission. On s'est rencontrés à Auxerre et ça a bien matché, le feeling était cool et j'ai vu un peu les formats que vous faisiez. Et franchement, trop content d'avoir la discussion avec toi aujourd'hui. Et ça va être un bon moment et j'espère que les gens vont apprendre plein de trucs. J'en suis persuadé, déjà, plaisir partagé. Et c'est suite à cette conversation qu'on a eue d'ailleurs à l'événement CryptoXR qu'on a décidé avec Kevin de t'inviter ici. On a trouvé ton parcours, ta façon de parler, d'évoquer le sujet crypto, ta vision aussi de l'écosystème, super intéressant. Et je me suis dit que ça pouvait être pertinent en fait, de pouvoir partager au monde cette vision-là et pouvoir potentiellement que tu nous expliques certaines choses qu'on ne sait pas sur ton histoire. Je vais rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu es cofondateur de la communauté Decrypted, un regroupant aujourd'hui 3300 passionnés dans l'écosystème crypto. Tu as 10 000 abonnés et 180 000 vues cumulées sur ta chaîne perso YouTube. Une présence très forte sur les réseaux. On parlera aussi de X, que tu aimes bien, je pense. Tu collabores avec Coin Academy depuis maintenant 2024. Tu es un créateur de contenu engagé, un analyste affûté et un passionné de l'univers crypto qui a su se démarquer grâce à ton expertise du marché actuel. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours, tes stratégies, tes décisions smart qui t'ont permis aujourd'hui d'en arriver où t'en es. Thomas, bienvenue dans Smart Talks. Merci beaucoup. Avant toute chose, quand on t'a rencontré avec Kevin, il faut savoir qu'on a tout de suite remarqué la pertinence, on va dire, de tes propos et de tes analyses. Comment tu fais pour être autant à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème crypto, dans un écosystème où tout bouge, tout change, tout évolue ? C'est compliqué, ça demande beaucoup de temps et vraiment beaucoup de temps. Il faut tout le temps tout monitorer et il faut choisir ses sujets, surtout. Il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs qui se passent tout le temps, il y a des trucs qui arrivent tous les jours, il faut choisir ce qu'on préfère. Moi, j'ai fait des focus autour de l'écosystème Ethereum, autour de certains écosystèmes précis, autour de l'IA, histoire de vraiment focaliser mon attention, parce que si on veut tout suivre tout le temps, c'est pas possible. Donc, il faut réussir à se spécialiser. C'est pas facile, il faut trouver ce qu'on aime vraiment faire et ça permet de se libérer du temps, en fait, et de vraiment être précis sur ce qu'on raconte sur certains sujets. Magnifique. Aujourd'hui, quels sont tes outils ou tes stratégies qui te permettent au quotidien de rester un peu informé sur tout ce qui se passe ? Énormément de temps sur X. Moi, mon outil préféré, c'est les signés sur X. Je mets tout en signé, je trie par sujet, etc. Et quand j'ai besoin de traiter un sujet en vidéo, je sais que j'ai des signés qui sont prêts pour ça. Évidemment, si on ne met pas un petit peu d'IA pour résumer des white papers, des trucs et des machins, ça aide aussi, donc ultra important, mais grosso modo, c'est beaucoup de temps sur X, c'est beaucoup de jus de cerveau et un petit peu d'IA parce que ça aide quand même pas mal. Magnifique. Donc le X pour toi, c'est vraiment cet outil-là qui te permet de pouvoir rester informé, de pouvoir avoir les dernières actualités, les dernières tendances. Et comment tu te fais en fait pour te faire ton propre avis au final ? Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui, surtout avec X et l'écosystème crypto, où tout le monde a un peu un avis, mais en même temps, tout le monde se base sur l'avis de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est une chaîne d'une personne qui a écouté une personne, qui a écouté une personne, qui a écouté une personne. Comment tu fais pour avoir ton propre avis unique ? J'essaie de suivre un maximum de fondateurs de projets et pas juste des influenceurs. Je regarde beaucoup d'influenceurs qui racontent des trucs juste pour avoir les infos qu'ils partagent. Et après, en fait, je vais directement prendre l'information que cette personne partage. Je vais aller regarder ce que ça veut dire, les implications, etc. Et je ne vais pas me baser sur ce que la personne raconte. Des fois, je vais être d'accord, des fois, je vais être en désaccord avec la personne. Mais je vais d'abord me focaliser sur ce qui a été dit à la base et aller regarder ce que le fondateur d'un projet ou ce que, je sais pas, une proposition d'amélioration dans un protocole ou n'importe quoi veut vraiment faire. Et à partir de là, je fais mon propre avis. Et l'avantage que j'ai en faisant mes vidéos, c'est que je passe du temps à écrire ce que je raconte. Donc forcément, j'ai du temps pour mijoter, comprendre et savoir si je suis en accord ou en désaccord avec ce que je lis. Ce qui fait que j'ai toujours mon propre avis qui s'exprime au final sans être vraiment influencé.
Et je pense que d'ailleurs, être influencé, c'est pas grave. Je pense juste qu'il faut assumer le fait qu'on peut pas être neutre, qu'on est forcément biaisé à un moment, que ce soit pour les trucs qu'on aime ou qu'on déteste. Et voilà, et on reste humain, on peut pas être des robots à être à être totalement neutre. Donc voilà, j'essaie de m'abstraire un maximum, mais évidemment, j'ai aussi mes influences, et il faut en être conscient, et on essaie de toujours travailler pour être le plus neutre possible et forger des opinions nouvelles. Donc au final, tu as vraiment une méthode pour vérifier la tangibilité d'une information et pas te laisser influencer très rapidement. C'est-à-dire que chaque information que tu vas voir, consommer, tu vas vraiment on va dire creuser l'information, quoi, pour vraiment essayer de comprendre d'où vient cette information, est-ce qu'elle est vraie. Tu as vraiment cette méthode que tu appliques pour tout au final. Je vois une information et je vais essayer de la croiser tout le temps avec d'autres sources. Moi, je suis issu des formations de journaliste. Quand j'ai fait mes études, à la base, je voulais être journaliste quand j'étais plus jeune. Ce qui fait que j'ai toujours eu cette méthode un peu d'analyste, dans le sens où quand je vois une information, je vais vouloir aller la croiser, je vais essayer de la sourcer, je vais aller regarder sur différents sites qui permettent d'avoir des datas sur l'écosystème crypto, etc., pour vraiment être sûr que ce que je raconte, c'est vrai, et en tout cas, j'ai les données qui sont pour, qui sont vraies, et qui sont pas biaisées. Et après, je forge mon avis à partir de là. Mais c'est grâce un peu à ce que j'ai fait en termes d'études que j'ai un peu ce côté réflexe de toujours aller vouloir creuser, parce que je peux pas juste lire un truc et me dire ah ouais, c'est vrai, c'est faux. Je suis obligé d'aller voir par moi-même, sinon c'est pas drôle en fait. Magnifique. Et je pense que justement, cette compétence que tu as su développer au travers de ton éducation, mais aussi expérience, elle t'en est venue à cofonder Decrypted, cette belle communauté de personnes engagées dans l'écosystème crypto. Il y a une semaine, je suis allé sur ta page YouTube de Decrypted et j'ai trouvé un podcast qui était en anglais. Et j'ai été fasciné par le fait que tu avais traduit toi-même l'entièreté du podcast en français. C'est quoi la clé aujourd'hui pour être dévoué et passionné par son projet au point de faire ce genre de choses ? Le fait qu'on a envie de mettre en avant l'écosystème pour les vraies valeurs qu'elles sont, pas juste être là à partager des projets aux gens. J'adore ça, je suis le premier à être investisseur et spéculateur aussi, mais l'écosystème crypto, la blockchain, c'est bien plus que de la spéculation, et on a envie, nous, avec Decrypted, de pousser la qualité et que les gens comprennent que c'est plus que de la simple spéculation. Oui, évidemment, il y a de la spéculation, il faut acheter, il faut vendre, etc. Mais par contre, dans le fond, je pense que la blockchain, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, que c'est vraiment la prochaine grande chose, the next big thing, comme on le dirait aux États-Unis. Ça sonne moins bien en français, mais c'est un peu ça l'idée. Et on veut vraiment que les gens comprennent les projets dans lesquels ils investissent peut-être, des choses dans lesquelles on parle de manière régulière. Et le fait de traduire, pour moi, ça coule de source. Sachant que là, c'est des traductions qui sont parfois écrites. Parfois, quand j'ai un peu plus de temps, je me permets de faire les voix off en français aussi. Mais pour moi, c'est essentiel que les gens ils aient des supports dans lesquels ils ont les informations, dans des formats longs, dans lesquels on peut prendre le temps de comprendre et traduire en français pour que tout le monde comprenne. En fait, la culture, elle a pas de limite. Et ce qu'on a voulu faire avec Decrypted, c'était de réunir plein de cerveaux, plein de cultures, une grande intelligence collective. Et en tant que fondateur, évidemment qu'on pousse un maximum pour que les gens créent du contenu, s'informent et comprennent dans l'écosystème dans lequel ils sont. Et c'est tout ce qui nous anime, moi et mes cofondateurs. Incroyable, félicitations. Ouais, j'étais vraiment surpris le jour où j'ai regardé cette vidéo. J'ai entendu ta voix en fait tout le long et je me suis dit bravo. Chapeau pour ça. Pourquoi d'ailleurs pas avoir fait le choix d'utiliser un outil de traduction ou un IA ? Je sais pas, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA justement, c'est aussi une grosse narrative dans l'écosystème crypto. Pourquoi avoir fait ça toi-même et pas utiliser un outil IA ? Disons que les outils IA, ils sont bien, ils sont performants, c'est pas le problème, mais on sent que le timbre est un peu robotisé, surtout que des fois, quand on envoie les sous-titres à l'IA, c'est pas toujours très précis, il y a des subtilités que l'IA comprend pas forcément, etc. Les traductions ne sont pas toujours ultra précises. Donc, je préfère juste le faire moi-même, être sûr que ce soit millimétré, que ce soit bien ce que les gens doivent comprendre et ce que la personne a dit en face. Et puis surtout que je pense que les gens sont aussi habitués à nous voir, moi et mes cofondateurs, et le fait d'écouter les voix qu'ils écoutent d'habitude, je pense que c'est mieux pour les interviews, et
à minima de comprendre un peu mieux. Je pense qu'on a des progrès à faire sur les interviews et sur la manière de travailler les voix, etc. Mais je pense que c'est une bonne manière d'aborder les interviews et de rendre ça un petit peu moins indigeste, de rendre ça un peu plus cool vu que c'est nous qui parlons directement. Ouais, très pertinent. Au final, ça les habitue à vous entendre, à vous voir encore plus et à rentrer un peu dans votre monde. Il y a une citation de Decrypted qui m'a marqué. Quand on ne dort pas, on crée du contenu. Ouais. C'est la citation du projet Decrypted sur X. Ouais. Pourquoi cette citation ? Quand on a commencé Decrypted, on n'était pas du tout à plein temps dans ça, ni moi, ni mes cofondateurs. On a toujours fait ça en plus. Et ça nous a demandé énormément de temps. Moi, j'avais mon travail perso à côté, je faisais mes vidéos, j'avais le groupe à gérer, j'avais les analyses de projets à gérer, etc., etc. Ce qui fait que, en fait, le peu de temps qu'on avait de libre, on le passait à créer des contenus. Pour le coup, ce qui était vrai, à faire des streams, faire des vidéos, faire des contenus sur X, faire des rapports en PDF sur Discord, etc., à animer la communauté aussi du mieux qu'on pouvait. Ce qui fait qu'on a toujours sacrifié un peu notre sommeil et qu'on a toujours privilégié les contenus. Et ça nous a bien réussi. Et aujourd'hui, on a une belle communauté que je suis très fier d'avoir et que j'ai envie de développer encore plus. Mais pour moi, l'écosystème crypto, c'est créer du contenu et créer du contenu ouvert à tous. Donc, on dormira moins le temps qu'il faut et on fera plus de contenu encore. Magnifique. Du coup, qu'est-ce que Decrypted et où est-ce que vous allez concrètement aujourd'hui ? Decrypted, ça a commencé un peu au milieu de nulle part. On se rend compte, moi et mes cofondateurs, d'une manière un peu fortuite. Et on se dit, on a envie de créer un groupe. Plutôt que de faire nos analyses dans notre coin et faire des appels à 3 ou 4 entre potes, on va faire la même chose, mais au début, on était une trentaine. On faisait des calls sur Discord, sur notre groupe Decrypted. On était 30, 50 dans le Discord. Et on se disait, une fois par semaine, on va aller faire un call, on va parler de ci ou ça. Et on apprenait des trucs aux gens. Et on s'est dit, en fait, on va juste le faire et le développer encore davantage. Et au début, on n'avait aucune vision, rien. Juste, on créait des trucs, on aimait bien. Et après, on a orienté ça sur quelque chose qui ressemble à un média, une communauté. Alors, franchement, Decrypted, c'est plus ce que les gens ont envie de voir dedans, plus que ce que nous, on a envie de faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer des contenus. Donc, on fait des interviews, on fait des lives, on fait des vidéos, etc. On passe énormément de temps sur X aussi, sur le Discord, évidemment, à parler avec les gens, les aider, les accompagner. Tout ça gratos, parce que nous, c'est la vision qu'on a. Et ouais, c'est... Aujourd'hui, Decrypted, c'est une grande intelligence collective. Sur le Discord, il y a des tas de gens qu'on a rencontrés, des gens qui sont brillants et des gens qui sont moins connus que nous et qui pourtant devraient être tout aussi connus parce que la qualité des contenus sont folles. Et vu que tout est parti d'un groupe de potes, aujourd'hui, on fait tout ça avec le cœur et on essaie de tout mettre en commun. Toutes les intelligences se valent et il y a plein de gens qui apprennent plein de trucs à tout le monde. Et le fait de toujours avoir des gens qui arrivent, etc., il y a des nouveaux qui arrivent. Les anciens, les plus anciens du Discord connaissent déjà tout ce qu'on a pu raconter, donc ils les aident, eux. Ce qui fait que nous, on peut continuer à développer des nouvelles pensées, des nouveaux trucs, ce qui fait qu'on tire tout le monde vers le haut, et tout le monde se tire vers le haut grâce à ça. Decrypted, c'est une grande intelligence collective, plus qu'un média, et c'est une communauté ultra soudée, et vraiment, c'est un peu ma safe place. Quand le marché tombe ou baisse ou n'importe quoi, que les gens commencent à stresser, moi je sais que sur mon Discord, j'ai que des gens positifs, des gens qui se soutiennent, des gens qui s'entraident. Ça exclut pas le fait que parfois il y a des doutes, mais par contre, c'est des gens qui sont toujours ultra positifs et j'ai eu de très rares cas où ça se passe mal. Franchement, c'est toujours un pur plaisir d'être sur notre Discord. C'est sain. Ouais, de bonne intention. Ouais. Magnifique. Justement, en parlant de baisse, tu disais que c'était un peu ta safe place. L'été 2024 a été marqué par une petite baisse fin d'été et c'est à ce moment-là d'ailleurs que tu es apparu pour la première fois sur la chaîne de Khan Academy. Comment t'en es venu à collaborer avec eux et quel est justement ton job en fait à leur côté? Pareil, Khan Academy, c'est un peu de chance dans le sens où pendant l'été ils recherchent quelqu'un pour faire de la vidéo. Ça tombe bien, c'est ce que je fais de base, mais je me dis pourquoi pas, du coup je postule à un formulaire qu'ils avaient mis en ligne, etc. Et je me dis écoute, moi j'ai commencé à refaire des vidéos, je fais des vidéos, alors je savais qu'il y avait des défauts dans mes vidéos, etc. Mais je me dis ok, on va essayer de développer ça, je suis en mode je veux créer un maximum de contenu sur YouTube, parce que je trouve que sur YouTube on manquait de gens
qui parlaient de choses fondamentales. Il y a des gens qui sont brillants dans plein de domaines, mais je trouvais que dans ce que je faisais moi, ça manquait un petit peu. Donc je me suis dit, moi je veux faire du fondamental, que les gens comprennent les projets, etc., avoir des analyses poussées, machin. Donc je postule, et je sais pas, genre 48 heures après, je reçois un DM sur Telegram de Picsou, du coup. Et au début, je me dis, ah, vas-y, c'est un scam. Compte fake. Ouais, c'est ça. Je me dis, ah, c'est un scam, je répondrai plus tard. À ce moment-là, je suis à une fête familiale. Puis je relis le message et je me dis, mais attends, mais s'il a mon Telegram, c'est forcément qu'il a vu le formulaire. Donc du coup, j'avais envoyé un DM sur X à Picsou en disant, c'est toi qui m'as envoyé un message sur Telegram? Et après, du coup, je lui réponds vraiment sur Telegram. On fait un call avec du coup Capet. Et puis de fil en aiguille, on voit que ça match. J'aimais bien ce qu'ils faisaient. Ils avaient regardé ce que je faisais. Ils étaient en mode, bah, ok, il y a des trucs qui sont perfectibles. Par contre, toi, en tant que vidéaste, t'es très bon et on va faire en sorte que tes vidéos soient meilleures et que les vidéos qu'on fasse sur Khan Academy soient très bonnes aussi. Et on a matché ça. Et je pense que ça a été un des trucs qui m'a rendu le plus heureux sur 2024. J'étais en mode, ok, ce que je fais, c'est bien, c'est reconnu. C'est un média que je suivais déjà avant et que j'appréciais. Et le fait de travailler là où moi j'aimais regarder les contenus et proposer des contenus qui changent, apporter de la vidéo sur des projets, sur des analyses, etc. C'est vraiment, c'était vraiment un régal en fait. Et du coup, ça fait 6 mois, 7 mois maintenant. Et ça avance bien, la chaîne grandit bien aussi. Et les contenus, j'adore les proposer aux gens. Et le plus je fais de vidéos, le mieux je me porte. Donc c'est tout bénef. C'est trop bien. Et du coup, comment s'est passée ton intégration un petit peu dans la structure? C'est quand même une structure qui est quand même bien établie. Ça faisait déjà longtemps qu'ils existaient, Khan Academy. Comment s'est passée ton intégration? Franchement, ultra smooth. Je veux dire, pas d'écueil. On s'est vu plusieurs fois avec Capet pour améliorer mon setup physique. Okay. En physique, du coup, vous êtes vu? En physique, ouais. On a optimisé certains trucs, certains points sur le montage, etc. Je lui ai appris des trucs, il m'en a appris aussi. On a essayé d'optimiser tout ça. Pareil sur l'aspect vidéo, améliorer un petit peu la qualité, optimiser un petit peu les rendus, etc. On a appris beaucoup de choses ensemble, mais ça a toujours été ultra smooth. Je veux dire, il n'y a jamais eu d'écueil. Ils me disent, on se met d'accord sur des sujets. On fait les recherches, je prends les recherches à droite à gauche, je mets en page, je scribe, je monte et ça part au four. Hein. Magnifique. Donc au final, déjà 6 mois de maintenant de collaboration à leur côté. On ne peut pas faire un Smart Talks sans parler d'investissement. Le côté d'investissement, le côté un petit peu aussi spéculation. Comment ta famille a perçu un peu ce switch? Pour rappel, tu as connu la crypto-monnaie, toi, en 2022, suite à un post de HR, si je ne me trompe pas. Comment s'est passé un peu ce switch d'intérêt dans ta vie? Est-ce que tes parents ont vu ce côté investissement, ce côté crypto-monnaie comme un danger, un risque? Comment ça s'est vu un peu? En vrai, je commence la crypto en 2022, je comprends rien. La seule chose que je sais, c'est que je m'intéresse à la finance. Du coup, en 2022, ça doit faire une petite année que je commence à regarder les contenus autour de la finance parce que je commence à toucher mes premiers salaires, mes premiers sous, etc. Donc je me dis, il y a un truc qui est important, c'est investir. Comment est-ce que je fais ça? Donc j'ai investi un peu sur PEA, machin, petite action, SP500, etc. Rien de bien fulgurant. Et 2022, je vois le tweet d'Asher qui parle du crash Terra Luna. Crise sur le marché, gros drame, etc. Et un truc que j'avais appris sur cette petite année-là, c'était qu'il fallait investir quand ça saignait. Je connais rien à la crypto à ce moment-là. Moi, je sais juste que quand ça baisse, faut y aller et que quand c'est un marché financier qui baisse, faut y aller. Donc moi, je me dis, ok, je veux y aller maintenant. Ça a l'air de baisser. Je veux comprendre comment ça marche. J'y vais. Et après, à partir de 2022, je fais mon petit DCA tranquille dans mon coin. Franchement, au début, pendant un an et demi, je reste vraiment sur Bitcoin, Ethereum. Je comprends toujours pas grand-chose. J'essaie juste de comprendre un peu mieux comment ça se passe. Et petit à petit, je me rends compte que sur Ethereum, j'apprends tel truc, que tel projet fait telle chose. Et petit à petit, en fait, je mets plein de briques bout à bout. Et pour ma famille, en fait, vu que tout s'est fait genre petit à petit, en fait, j'investissais dans mon coin, puis j'ai commencé à faire une vidéo, et puis j'ai commencé à leur parler de ci ou ça, et au final, ils n'ont jamais été vraiment trop regardants. Je sais pas s'ils regarderont, mais j'ai pas l'impression que ça les ennuie plus que ça. Moi, je leur dis, j'investis, je spécule, vous inquiétez pas, je gère, je gère mon risque, tout va bien, et j'ai pas l'impression que ça les ennuie plus que ça. Donc,
J'ai eu de la chance de ce côté-là, j'ai jamais été vraiment... Enfin, on m'a jamais mis de restrictions, donc ça c'est tant mieux. Et ça m'a permis de développer petit à petit les vidéos, etc. De mettre de l'argent dans le portefeuille, d'aller acheter tel truc, de spéculer, de prendre des tuiles, de faire n'importe quoi. Ça m'est arrivé, mes tout débuts, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pris des scams, j'ai pris des arnaques, des Ponzi, des trucs et des machins. Mon baptême crypto, je l'ai fait en un an. Ma première année, ça a été vraiment, je perds d'argent. Pas beaucoup, parce que j'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là, mais j'en perds. Et ce qui fait que là où typiquement on dit souvent aux gens qu'il leur faut un premier cycle crypto pour commencer à apprendre les bases, moi je pense que j'ai eu un cycle accéléré dans le sens où je m'y intéressais tellement et j'ai vraiment fait que ça depuis 2023 vraiment. Que en fait j'ai fait un cycle accéléré sur 2023 et que 2024, c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment mettre toutes les briques bout à bout, tout ce que je commençais à accumuler en termes de connaissances et le partager aux gens. Et 2024, je continue à le faire. 2025, je continuerai à le faire aussi. On est loin de tout savoir et c'est pas moi qui dira que je sais tout. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est d'en savoir le plus possible encore. Tu es vraiment à la recherche des connaissances, en fait, des Ouais. compétences. Ouais. Génial. Et est-ce que la culture de l'investissement était déjà implémentée dans ta famille ou c'est vraiment toi qui as un peu lancé ce truc? Non, enfin, mes parents n'ont pas d'éducation financière particulière. Enfin, je veux dire, c'est des gens moyens, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui a de l'argent sur son compte, mais qui en fait pas spécialement grand-chose. Et je sais pas par quel moyen je tombe là-dessus. Honnêtement, je ne saurais même pas dire pourquoi est-ce que je me suis intéressé à la finance. Je pense juste que c'est je sais pas, une manière de préparer l'avenir, parce que on est jeune, on sait que, par exemple, les systèmes de retraite, c'est pas forcément des choses qui sont forcément pérennes pour les plus jeunes. Et j'ai pas envie d'arriver, moi, à 40, 50 ans et me dire que j'ai rien fait de mon argent, etc. Je sais pas de quoi est fait l'avenir. Ça se trouve, demain, tout s'écroule, que sais-je. Mais au moins, j'ai optimisé mes chances de préparer mon avenir correctement. Donc la finance est un excellent moyen de s'y intéresser et la crypto c'est un excellent moyen de faire un accélérateur de ça. Ça demande beaucoup plus de risques, une gestion beaucoup plus proactive. Par contre, c'est un excellent moyen de optimiser son capital quand on est jeune. Avec un petit peu de jugeote, on arrive à s'en sortir pas trop mal et on est encore très early en crypto, je pense. Donc il y a toujours moyen de faire des bons coups à droite à gauche. Il y a énormément d'opportunités dans tous les sens. Donc la finance, c'est pour moi le truc que tout le monde devrait avoir en tête et je pense que c'est encore trop peu développé. Et moi, je le fais dans la crypto et je salue tous ceux qui le font dans la finance traditionnelle parce que ça touche beaucoup plus de gens, c'est beaucoup plus complexe et enfin, c'est des mécanismes qui sont bien différents et on a besoin de gens qui parlent de finance, donc il n'y en aura jamais assez. Magnifique. Si on devait parler un peu chiffres, moi j'aime bien parler un peu chiffres ou du moins parler aussi de des bons coups, des bons investissements ou peut-être mauvais que tu as eu dans ton parcours d'investisseur depuis que tu as commencé du coup en 2022. Tu as commencé quand en fait vraiment l'investissement? 2023, début 2023, 2023. ok. Quelles ont été un peu tes expériences? Est-ce que tu en as comme ça en tête qui te paraissent pertinentes d'en parler? 2023, je fais mon DCA sur Bitcoin, Ethereum, je me porte très bien et 2023, je fais au bout d'un moment n'importe quoi, dans le sens où j'avais du Bitcoin, je le vends, je le brade pour entrer dans un projet qui promettait des rendements hallucinants. J'en perds une partie, par chance, je me démerde et j'arrive à sortir, donc je perds un petit peu au change, mais ça va, et du coup je me retrouve en fait en full crypto, donc déjà à partir de là, je sais que j'ai fait une erreur de pas juste avoir regardé du Bitcoin, donc déjà ça met dans l'ambiance, et ça c'est une première erreur, quand on vous promet des rendements. Non, quand c'est 30% par jour, il faut pas faire ça. Il faut vraiment pas faire ça. Donc, on apprend sur le tas. Je veux dire, quand on n'a pas d'éducation financière comme moi, vraiment, on prend des tuiles. Et j'ai pris mes tuiles et je savais, et du coup, maintenant, je sais que ce Bitcoin, j'aurais pas dû le vendre, typiquement. Ensuite, il y a tout ce qui va être spéculation sur des cryptos orientés IA. J'ai été un des premiers en France à mettre sur le devant de la scène les agents IA sur la fin de l'année 2024. Depuis, ça a bien fondu. Il y a des bons coups qui ont été à faire. Les profits, il fallait les prendre. De manière générale, même moi, j'en ai pas pris suffisamment. Donc, encore une fois, le cycle crypto de 2024-2025, du coup, je le trouve beaucoup plus compliqué que les cycles précédents, dans le sens où on n'a pas des afflux de liquidités qui sont
linéaire, ce qui fait qu'on n'a pas un bull run linéaire et on prend des grandes montées et des grandes baisses, ce qui fait qu'il faut réussir à jongler et c'est compliqué. Même pour moi qui le dis, c'est compliqué, mais on avance et ce qui compte, c'est que les gens se rendent compte petit à petit que ok, c'est un peu différent, il faut faire attention. Donc on arrive à être pas mal early sur pas mal de trucs sur l'IA typiquement, où sur la fin de l'année 2024 ça a bien marché. Il fallait prendre des profits, on en a pris un peu, pas suffisamment, donc il y a des trucs qui ont bien dégorgé, mais il y a des retracements, il faut regarder un peu les structures de consolidation. L'analyse technique, c'est quelque chose aussi qui est ultra important pour un investisseur, même si ce n'est pas la première compétence à avoir, il faut quand même l'avoir en tête. Mais voilà, c'est du DCA, de la patience, de la rigueur et de la prise de profit. mais voilà un peu pour un peu les erreurs et les bons coups, quoi. Magnifique. Donc, ouais, c'est surtout l'IA qui a porté beaucoup les grosses performances de ton portefeuille, Un petit peu. entre guillemets. Ok, cool. Et c'est vrai que tu le dis, hein, ce bull run est assez unique. Donc, le marché crypto, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le marché crypto, fonctionne sous forme de cycle. Et c'est tout un débat. Parce que certaines personnes diront que tous les cycles se ressemblent, d'autres personnes disent que chaque cycle est unique. Et donc, il y a un peu ce débat-là qui crée aujourd'hui un marché qui est dubitatif. Aujourd'hui, quand on regarde X, quand on regarde les réseaux, c'est un petit peu le chaos. Il y a des personnes qui vont dire qu'on n'est qu'au début, la saison arrive. Il y a des personnes qui disent que c'est fini. Il y a même des experts, des investisseurs qui capitulent, qui disent que je vends tout moi pour ce bull run-là. D'autres, au contraire, ils vont vraiment prôner le fait que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? C'est compliqué. Ce que je vais dire là, c'est un avis. Ça ne représente pas la vérité. J'ai pas la vérité. Il y a différentes interprétations qu'on peut avoir. Ce que je pense, c'est qu'on est toujours dans un cycle un peu de 4 ans où, grosso modo, je pense que les cryptos sont très impactés par les afflux de liquidités qui rentrent dans le système monétaire en général. Ce qui fait qu'en 2017, on a eu un cycle, on a eu une expansion de la masse monétaire. 2021, expansion de la masse monétaire. 2024-2025, on voit un peu d'expansion, mais on a vu aussi des retraits. Une réduction de la masse monétaire en plein milieu de l'année 2024, ce qui a causé le crash un peu de l'été qu'on voit. Moi, j'ai une approche qui est très macroéconomique dans le sens où je pense qu'on est sur un des cycles les plus macro qu'on puisse connaître en crypto, dans lequel la macroéconomie impacte vraiment. Et ça, c'est un avis que j'ai et une analyse que j'ai moi. Hein. Il y aurait différentes analyses. Donc, mais je pense que dans l'année 2025, on va continuer à avoir un accroissement de la masse monétaire, grosso modo, et qu'on va revoir un petit peu l'euphorie qu'on a vue en décembre 2024, début 2024 aussi. C'est juste que ça prend du temps. Les injections de liquidités, elles sont beaucoup plus réduites que ce qu'on a vu en 2017 et 2021. Les conditions économiques étaient bien meilleures en 2017 et 2021, avec des taux de la Fed qui étaient beaucoup plus bas, avec des injections de liquidités, typiquement 2021 avec le Covid, 2020-2021 avec le Covid, c'était absolument hallucinant, ce qui a fait du bien au marché financier. Forcément, derrière, on a un petit peu réduit tout ça, donc on a pris des baisses. Mais pour moi, les cycles de 4 ans en crypto, ils ne sont pas dus au halving du Bitcoin, ce qu'on dit régulièrement. Je pense juste que le halving du Bitcoin était très corrélé à des cycles financiers traditionnels et des émissions traditionnelles de monnaie, ce qui fait que on voit dans le halving quelque chose en mode ça y est, c'est maintenant qu'on décolle, alors que les moments qu'on décolle coïncident plutôt avec des moments où on a dit ok, on va imprimer de l'argent dans le système traditionnel. Et cette approche-là, c'est quelque chose que j'essaie de développer. C'est compliqué, la macroéconomie, qu'est-ce que c'est dur et qu'est-ce que c'est pénible à analyser. Il y a énormément de choses en permanence. Par contre, sur ce cycle-là, je pense vraiment que c'est clé. Et moi, je mets un point d'orgue à vraiment regarder ce qui se passe de ce côté-là. Mais t'en parles beaucoup sur les réseaux, finalement, de ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a quand même énormément d'émotions. Moi, je le vois par exemple sur X ou sur d'autres réseaux. Il y a de l'émotion, quoi. Il y a vraiment de l'euphorie. Et puis ensuite, on passe directement à de la peur. Et en fait, on switch un peu entre les deux, entre les baisses. Et aussi, on a un marché qui est très stable, un BTC qui est vraiment très stable en ce moment. Alors, au moment où on tourne bien sûr le podcast, qu'est-ce que ça annonce concrètement, cette petite stabilité du BTC en ce moment? Bitcoin a gagné. Oh. Bitcoin a gagné dans le sens où aujourd'hui, un actif comme Bitcoin, qui est pourtant toujours très jeune, Bitcoin a une quinzaine d'années, Bitcoin a 15 ans, Bitcoin résiste à des baisse monétaire qui aurait vraiment pu l'envoyer beaucoup plus bas en termes de ratio quand on regarde un peu
ce qui s'est passé dans le passé, quand on regarde un peu les réductions monétaires, etc., on voit que Bitcoin est ultra résilient. Aujourd'hui, au moment où on fait le podcast, il est autour des 95 000, je crois, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est signe que Bitcoin est en train de devenir l'or, le nouvel or. Et s'il y a bien une chose dans laquelle j'ai de la conviction, c'est que Bitcoin, un jour, atteindra la capitalisation de l'or et même voué, je pense, à peut-être même le dépasser si on extrapole. Récemment, en plus, je ne sais pas si tu as vu, on a un peu les doutes autour de la réserve d'or américaine. Intéressant. Il y a Elon Musk et certains sénateurs qui ont dit ce serait cool d'aller revérifier les réserves d'or américaines parce que ça fait 50 ans qu'on n'a pas audité et en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et si jamais un jour il y a un problème sur ces audits-là, pour moi, ce serait vraiment en mode Bitcoin est gagné. Je pense très honnêtement qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais dans un doute, si jamais il y a un problème et qu'on se rend compte que les réserves ne sont pas exactes, etc., je pense que là, ce serait vraiment en mode Bitcoin, il a gagné, c'est sûr. Bitcoin, c'est vérifiable, tu as une adresse avec ton Bitcoin, on sait qu'il est là. Ça se voit, en fait, tout simplement. Donc, Bitcoin est un meilleur or en termes de réserve de valeur. Et le voir, justement, toujours à 95 000 $ dans un moment où le marché est quand même ultra tendu, quoi, par rapport à des altcoins qui sont en train de se faire ouvrir en deux. Bitcoin, lui, il est intouchable. Il connaît ces petites vagues de hausse, de baisse, mais il est toujours à 95 000 $ dans un marché qui pourtant est un peu déprimé. Et pour moi, ça montre juste que Bitcoin a gagné dans le sens que les institutions achètent du Bitcoin, qu'on commence à se rendre compte que Bitcoin, c'est peut-être mieux que l'or, tu vois. Et pour moi, ça me laisse extrêmement positif quant à la suite. Je ne sais pas à combien il finira le cycle, c'est même pas une question de ça, mais en termes de futur, je pense que Bitcoin a encore de très beaux jours devant lui et sa résilience, c'est juste un argument de plus pour lui. Et je pense que je mets aussi un point d'honneur à partager ton avis sur le fait que il faut vraiment permettre aussi aux investisseurs, peu importe leur expérience, débutants, modérés ou vraiment confirmés, de se détacher de ce système de court terme aussi moyen terme. Parce que au final, si on investit dans ce secteur-là et qu'on comprend les valeurs de ce secteur-là, alors on comprend l'importance de s'attacher au long terme surtout. Parce que c'est vraiment le long terme qui va faire de tout cet écosystème un écosystème flamboyant, avec un BTC qui sera vu comme de l'or. Et là, on pourra faire des choses exceptionnelles. Et souvent, les gens s'attachent trop au... Je veux qu'il monte maintenant, tu vois. Je veux qu'il y ait... Parce que c'est ce côté spéculation, ce côté je veux gagner de l'argent. Au-delà de... non, en fait, tout ce que je veux, c'est que l'écosystème, que l'environnement se développe, quoi. Pour moi, il y a deux approches. Tu as Bitcoin. Pour moi, le Bitcoin, c'est le nouveau SP500. Dans le sens, je suis en mode, tu DCA ton Bitcoin pendant des années. Je suis quasiment sûr que tu ne seras jamais perdant à plus 10, plus 20 années. Parce que Bitcoin, c'est une excellente représentation de l'inflation monétaire. Et on imprime toujours plus de monnaie. On fait le calcul. Je veux dire, Bitcoin est voué à monter parce que juste, il y a de l'inflation et de l'impression monétaire, etc. Donc, ça, c'est pour Bitcoin. Je pense que tu n'as aucun problème et il faut réussir à se détacher quand tu as du Bitcoin, à juste te dire, OK, je vais DCA pendant, je sais pas, 10, 20, 30 ans, comme j'aurais des DCA sur le SP500, tu vois. Et par contre, tu vas avoir tout le marché altcoin, ou par contre, là, mon approche, c'est vraiment de dire que tu fais du stock picking. De la même manière que tu ferais du stock picking sur ton PEA ou ton compte titre, tu prends un altcoin, tu gères ton risque, tu mets 1% de capital, 2% de capital, et tu vas essayer de jouer une performance à court terme où tu vas surperformer Bitcoin. Par exemple, Bitcoin va prendre, je sais pas, d'ici 6 mois, 50%. Et toi, sur ton altcoin, tu auras pris x2, x3. Tu vends, tu as surperformé Bitcoin, tu as augmenté ton capital et tu peux acheter plus de Bitcoin après. C'est l'approche que j'ai moi sur les altcoins où vraiment je me dis il faut stock piquer, il faut pas les hold très longtemps non plus parce que c'est ultra volatile, c'est risqué. Elles se font déchirer quand le marché baisse. Donc il faut vraiment réussir à prendre ses profits de manière régulière. Et juste se dire qu'il faut vraiment faire beaucoup de rotation sur sa liquidité, prendre les bonnes opportunités au bon moment, investir au bon moment, sortir au bon moment aussi. Le marché altcoin, c'est sûrement une des choses les plus difficiles qui existent parce que c'est tellement volatile et ça monte très fort, ça baisse très fort, il faut sortir. Il faut être vraiment réactif et il ne faut pas se dire « Ok, je peux la hold pendant un an ». S'il y a des profits à prendre au bout de 3 mois, il faut les prendre au bout de 3 mois et après on recommence, ça baisse et on en rachète, etc. Il y a toujours des projets qui sortent, donc il y a plein d'opportunités en permanence. Donc pour moi, il y a Bitcoin, le nouveau SP500 et les altcoins dans lesquels on va juste chercher de la surperformance
sur un horizon de temps très court. Ça peut être, chacun décidera, mais ça peut être 2 ans, ça peut être 1 an, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, peu importe. Mais il faut savoir les vendre parce qu'elles finiront à terre en fait. Même si j'adore l'écosystème et même si j'ai beaucoup d'espoir dans cet écosystème et qu'on crée des choses qui sont super, il faut pas mentir aux gens. Il y a des choses qui finiront à terre et il faut juste réussir à choper la bonne période dans laquelle ça peut monter. Il faut gérer ses risques de manière intelligente. On met pas tout son capital sur un seul alt. Même moi, j'ai des expositions à des alts qui parfois représentent 1% de capital, etc. Juste parce que on gère son risque et ce que je répète aux gens, c'est que je suis pas là pour faire 1 million d'euros en 6 mois. Ça m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est juste être un investisseur à long terme et spéculer sur des périodes de 3 à 6 mois. Ok, je vais faire x2, x3 sur 6 mois, puis après, je vais attendre des nouvelles opportunités. Et on va essayer de chercher de la surperformance. Et en attendant, j'ai toujours mon DCA sur Bitcoin qui tourne et j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et, ma retraite, elle est en Bitcoin et j'ai pas besoin de beaucoup plus. Et le reste, c'est que du bonus, quoi. Magnifique. Justement, c'est une belle transition. Je voulais te poser la question. Toi, en tant qu'investisseur, parce que du coup, tu es un investisseur, peu importe à quelle échelle tu investis aujourd'hui, comment tu vois un peu la suite dans ta vie, le rôle aussi qu'aura l'investissement, et est-ce que tu vois peut-être d'autres types d'investissements qui pourraient potentiellement t'intéresser? Pour moi, la crypto, c'est un excellent moyen de pouvoir se forger un capital rapidement, si le risque est bien géré, pour aller ensuite vers des actifs qui sont relativement plus safe, en fait. Que ce soit ne serait-ce que du Bitcoin, typiquement. Aujourd'hui, avec les alts, je vais faire fructifier du capital pour ensuite le mettre en Bitcoin. Et du Bitcoin, c'est ce qu'il y a, selon moi, de mieux en termes d'actifs. Mais on peut aller aussi vers du SP500, de l'immobilier. Et je pense que quand on a fait beaucoup d'argent en crypto, alors soit on est très crypto maxi et on se dit que c'est ce qu'on veut toute sa vie en portefeuille et on va aller faire fructifier son capital en DeFi, on va racheter des altcoins en permanence et faire vraiment grossir son portefeuille. C'est une stratégie. Quand on a fait 6 chiffres en crypto ou 7 chiffres en crypto, aujourd'hui on a des rendements en DeFi qui peuvent être ultra intéressants. Il faut gérer ses risques, etc. Il y a des risques de protocole, c'est toujours pareil. Mais il y a des opportunités de rendement qui sont vraiment intéressantes. Et au pire, on a Bitcoin. Et très honnêtement, je pense que on peut aller vers des investissements traditionnels type immobilier, actions, bourse, etc. Et on peut juste en fait garder ses cryptos, mettre en Bitcoin, sécuriser son avenir avec du Bitcoin, parce que je pense qu'on sécurise son avenir avec du Bitcoin, et après aller chercher un peu de rendement si on a besoin. On fait, je sais pas, une dizaine de pourcents, par exemple, en allant déposer ses stablecoins sur une plateforme X ou Y, avec 10% de 1 million d'euros. Que vite fait. C'est vite fait, c'est le rendement d'un SP500 sur un an. Des fois, une fois qu'on a fait une belle somme d'argent, il faut savoir aussi se dire, j'en ai suffisamment et j'ai une liberté financière et voilà. Et c'est un peu l'objectif que j'ai moi. Je pense que la crypto, c'est un excellent moyen de devenir libre financièrement. Il faut juste être intelligent et ne pas se brûler les ailes. Et je pense que c'est l'erreur que beaucoup de gens font à vouloir être riche rapidement. Et je me souviens très bien que quand j'ai commencé mes vidéos, dans une des premières, j'ai dit un truc clé, c'était je suis pas là pour faire 1 million en 6 mois. Si je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis un gars comme vous, je suis un investisseur comme vous, et ça prendra le temps que ça prend pour faire 1 million, 2 millions, 10 millions, j'en sais rien. Mais juste, je vais continuer d'investir sur le long terme, continuer à faire des bons coups, etc. Et je documente ça sur ma chaîne YouTube et j'essaye d'apprendre des trucs sympas aux gens, en tout cas des trucs qui m'aident moi à investir de manière raisonnée, quoi. Tu as parlé beaucoup voilà, du choix de crypto-monnaie dans la stratégie d'investissement pour toi plus tard. Et même tout à l'heure, tu parlais aussi de tes performances dans les cryptos liés au secteur IA. Si tu veux nous faire une petite masterclass très rapide sur comment aujourd'hui tu analyses une crypto-monnaie. Imaginons, là maintenant, je te dis, Thomas, j'ai trouvé cette crypto. Franchement, une bonne opportunité. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu as la crypto. Qu'est-ce que tu fais pour l'analyser et te décider à la fin si oui ou non c'est un bon investissement? C'est très simple. La première étape, ça va être regarder le narratif de ta crypto. Tu me donnes une narrative, par exemple. Tu me dis, par exemple, cette crypto, c'est une crypto métaverse, gaming. Je sais pas, des trucs qui sont pas en vogue. Déjà, je te dis, moi, ça m'intéresse pas. Et je te dirais, je pense que c'est pas une bonne idée. Tu t'en fais ce que tu veux, c'est mon avis. Je pense que ton narratif, il est pas à la mode. Aujourd'hui, les narratifs, c'est l'IA, le RWA, un peu le Dépine, même si Dépine a un peu perdu de sa superbe depuis l'année dernière, mais il est quand même toujours là. Grosso modo, tu as une triade là, tu as le narratif des layers 1,
C'est un narratif, disons, standard, quoi. Je veux dire, tout le monde investit sur des layers 1. Et après, tu as des projets un peu plus d'infra, type Oracle, etc. Où là, je me dis, en fait, c'est des choses qui sont solides. C'est des trucs intemporels, quoi. Mais déjà, si tu me présentes un narratif qui n'est pas en vogue, je vais dire c'est une mauvaise idée. Ensuite, deuxième étape, regarder la tokenomics, la market cap du projet et un peu regarder l'historique. Si c'est une crypto qui est un peu ancienne, avec une mauvaise tokenomics, ça dégage. Des libérations de tokens à des investisseurs privés, etc., de manière régulière. Trop de pression vendeuse pour que le token prenne vraiment en valeur. Et surtout, si c'est pas une crypto jeune, très souvent les gens oublient les cryptos qui sont vieilles parce qu'il y a des choses qui sont plus nouvelles, plus neuves. L'écosystème bouge tout le temps. Donc, si on s'attarde sur les trucs qui sont vieux, les performances peuvent être impactées de ce côté-là. Donc, déjà deux critères comme ça. Et après, je vais aller regarder un petit peu le fondamental du projet, regarder s'il y a des investisseurs privés, à quelle valorisation ils sont rentrés, voir si on n'est pas trop haut par rapport à ces investisseurs-là, est-ce qu'on va avoir des libérations prochaines, et regarder un peu les datas du projet. Si on est sur un protocole DeFi, je vais aller regarder un petit peu les volumes qu'ils peuvent faire, les revenus qu'ils peuvent générer, est-ce qu'on a de la redistribution pour les détenteurs du token, les stakers du token. Et grosso modo, c'est un peu l'idée. Si c'est un layer 1, je vais aller regarder l'utilisation du réseau. Est-ce qu'on a un écosystème grandissant par rapport à sa market cap? Je vais essayer de comparer un layer 1 face à un autre avec ces données-là. Mais grosso modo, chaque crypto a vraiment une manière différente d'être appréhendée. Mais en tout cas, je t'ai donné les critères qui me font, moi, dire que c'est pas un truc que j'ai envie d'avoir en portefeuille. Ça veut pas dire que ça va pas perf. Mais par contre, c'est moi des red flags que j'ai et que je considère trop risqué dans un écosystème où il y a des milliers de cryptos, il y a des milliers de projets, et il faut choisir. Je peux pas avoir 100 cryptos en portefeuille. Aujourd'hui, j'ai genre 20-25 lignes, tu vois, ça varie en fonction des périodes de marché. Il faut choisir, et choisir, c'est renoncer, et il faut faire des choix. Et après, voilà, chacun a ses portefeuilles, etc. Les miens, mes choix d'altcoin sont publics sur le Discord, je les partage de manière régulière. Et ça varie, disons tous les 15 jours, je fais un petit brief, je suis en mode ok, bah, tel truc, je pense que ça je garde, ça je vends, je rachète un peu de ça, je vends ci, je vends ça. Ça demande vraiment de monitorer en permanence. Et c'est pour ça que quand je te disais qu'un portefeuille d'icon c'est compliqué, c'est que ça demande vraiment de monitorer en permanence. Et il faut vraiment y passer beaucoup de temps, sinon on est à peu près sûr de se planter. Donc voilà un peu les red flags que je peux te donner. Magnifique. C'est un point qui est intéressant parce que c'est vrai que aujourd'hui, tu as plein de stratégies d'investissement qui sont différentes. Toi, par exemple, ta stratégie, ça va être une stratégie qui va te demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus d'informations pour vraiment pouvoir pivoter de projets, d'opportunités très rapidement. Pour une personne, par exemple, qui aurait la quarantaine d'années, qui aurait une partie de son patrimoine qui serait de sa banque à dormir, qui aimerait investir en crypto, c'est sûr qu'elle n'ira peut-être pas faire des altcoins, à part si elle veut vraiment mettre du temps ou se mettre vraiment dans l'écosystème. Peut-être se diriger vers des projets un peu plus solides. Ou alors choisir ce que je te disais dans les projets qui sont quasiment sûrs de rester. Je veux dire, il y a des projets, aujourd'hui, si ces projets-là ont des problèmes, c'est-à-dire que l'écosystème crypto aura des problèmes. Je veux dire, un AAV qui a un problème, un Chainlink qui a un problème, un Ethereum qui a un problème, typiquement. Enfin, si ces cryptos-là ont un problème, l'écosystème a un très gros problème. Donc, je veux dire, tu peux aller sur des alts, faire des multiples qui vont être suffisants pour ne pas se prendre la tête sur des trucs qui sont très solides. Après, il y a la stratégie que moi j'adopte où j'essaie vraiment d'être encore plus présent et vraiment d'avoir une rotation. On regarde tous les projets qui sortent, les nouveaux projets qui sortent récemment. Je pense à des Berachain, à des Story Protocol, etc. On regarde les lancements et on essaie de juger. Est-ce que c'est intéressant à court terme? Oui, non, on regarde. Et après, c'est comme tout. Hein. On joue à la roulette, on essaie juste de le faire avec des données un peu plus précises. Quoi. Mais c'est sûr que la vision, elle se ressemble beaucoup à la vision finale de l'investissement boursier, par exemple. C'est-à-dire que tu peux investir court terme, moyen terme, long terme, sur des grosses entreprises où tu sais qu'il y a peut-être il y a peu de risques qu'il se passe quelque chose, mais peut-être que le rendement a été un peu plus bas. Comme tu peux investir sur du stock picking, où tu vas peut-être choisir des petites crypto-monnaies aussi, tu vois, des petites entreprises aussi qui ont peut-être plus de potentiel d'explosion. Mais là où tu mets un point qui est intéressant, c'est que dans la première phase de ton analyse d'une crypto-monnaie, tu vas quand même regarder la tendance. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qu'en bourse, on fait peut-être aussi, mais moins, parce que c'est peut-être plus stable, le marché boursier.
En marché crypto, vu que c'est beaucoup plus volatile et que tout change, on va peut-être plus se focaliser sur vraiment les tendances d'aujourd'hui et investir des projets qui vont répondre à des problèmes ou apporter la valeur dans ces tendances-là. Ce qu'on n'est pas encore, le marché crypto n'est pas encore à ce stade-là, on n'est pas sur un stade boursier. Le marché crypto, c'est énormément de crypto pour pas suffisamment de liquidité et pas suffisamment d'utilisateurs. Ce qui fait qu'on est obligé de choisir très précautionneusement ce qu'on achète parce qu'en fait, ça paraît bête de devoir le rappeler, mais tout ne peut pas monter. Donc à un moment, il faut choisir, il faut regarder les trucs qui sont le plus en vogue dans n'importe quel narratif. Et il y a des narratifs qui, moi, j'ai pas le temps de regarder. Je veux dire, j'ai pas le temps d'aller passer du temps sur le gaming, sur le métaverse, etc. Et de toute façon, ça se voit dans les graphiques qu'il y a des trucs qui performent mieux que le reste. Les layers 1, ça performe très bien. La DeFi, ça performe très bien. L'IA, ça fonctionne très bien. Il y a des sous-catégories dans l'IA qu'il faut savoir creuser aussi et ça fonctionne bien. J'ai pas besoin de passer beaucoup plus de temps sur les autres trucs parce que j'ai suffisamment d'argent à faire et suffisamment d'opportunités sur les quelques trucs que je surveille et il faut pas jouer contre la tendance. Si un truc ne plaît pas depuis un an, il va pas commencer à plaire maintenant. Enfin, sauf si vraiment on a une grosse annonce en mode... par exemple, Ubisoft qui irait créer sa propre blockchain, qui mettrait tous ses jeux on-chain, etc. Ok, bah là, le narrative gaming prendrait un peu plus de valeur, tu vois, mais c'est... Peut-être que je vais rater l'opportunité, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y en a d'autres, on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire, et il faut juste réussir à se focaliser sur des trucs précis à un moment, quoi. Magnifique. On arrive à la fin de ce podcast, alors il restera une question, mais avant cette question, si vous avez aimé cette discussion avec Thomas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et aussi poser vos propres questions à Thomas dans les commentaires de la vidéo. Et Thomas, aujourd'hui, tu as quand même réussi à bâtir une chaîne YouTube perso où tu accumules plus de 180 000 vues, plus de 10 à 15 000 abonnés sur tous tes réseaux confondus. Quelle a été dans ta vie, dans ton parcours, dans ton histoire, une décision, un choix smart que tu as fait, un choix intelligent que tu as fait et qui t'a permis d'en arriver là aujourd'hui? Est-ce que tu as quelque chose comme ça que tu pourrais nous partager, que tu n'as peut-être jamais partagé sur les réseaux aujourd'hui? Il y en a deux chronologiques. Le premier, c'est d'être curieux. Si on n'est pas curieux dans la vie, je me serais jamais intéressé à la finance, je me serais jamais intéressé à la crypto, et aujourd'hui, je n'en ferai pas mon travail, je ne ferai pas autant d'argent que j'en fais. Donc être curieux, c'est la base. Et ensuite, si jamais on a envie vraiment de le développer encore plus, le choix smart, c'est de vraiment y passer du temps. Et même de devoir faire des sacrifices. J'ai fait énormément de sacrifices sur l'année 2024 pour pouvoir faire mes vidéos, travailler pour Khan Academy, travailler pour Decrypted, sortir tout ce qu'on a fait sur 2024 avec un travail à côté. Ça demande des sacrifices. Donc, premier choix smart, être curieux. Deuxième choix smart, faire des sacrifices et passer du temps à construire quelque chose qui peut être pérenne. Et même si c'est dur, même si c'est long, peut-être que ça ne marchera pas. Mais par contre, le choix smart, c'est de le faire. Magnifique. Thomas, ça a été un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui au bureau. Merci à d'avoir toi. pu avoir cet échange super constructif sur ton parcours, ton histoire. Merci pour tout ce partage, toutes ces valeurs. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. N'hésitez pas encore une fois à liker et commenter. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Smart Talks.